L'atmosphère de la vieille maison victorienne de ma grand-mère, semée et délabrée dans le nord de l'État de New York, avait toujours été empreinte d'un confortable chaos prévisible, défini par le parfum réconfortant de pommes cuites, de vieux livres et la douce surveillance omniprésente de ma grand-mère. Moi, Matteo, 20 ans, j'étais de retour pour l'été, non pas comme étudiant, mais comme jeune diplômé à contre-cœur, en quête de tranquillité, d'un loyer modique et du poing lancinant d'une ambition retardée. Mon rôle était clair. Gardien de la maison, jardinier et homme à tout faire. Cependant, la paresse domestique attendue fut immédiatement supplantée par une élégance tranchante, troublante et dangereuse. La présence dominante et enivrante de Lucie, 52 ans, était l'amie la plus âgée, la plus fidèle et de loin la plus remarquable de ma grand-mère. Une professeure d'histoire à la retraite dotée d'un esprit académique aigu et incisif et d'un goût raffiné, presque fanatique, de conservatrice. Elle possédait une beauté sévère, intransigeante que le temps avait sublimée plutôt qu'altérée. Grande, toujours vêtue de soieries fluides et coûteuses ou de tissus impeccables, elle se déplaçait dans la maison telle une juge silencieuse et vigilante. Dans mon souvenir, elle était une figure d'une autorité distante, d'une élégance enivrante, totalement inaccessible. Mes interactions précédentes avec Lucie avaient toujours été minimales. Des marques de politesse reconnaissant son statut, une distance respectueuse et nécessaire et une dissimulation tacite de son autorité intellectuelle et esthétique. C'était une femme belle et puissante d'une autre génération. Une pièce de collection exquise que je n'étais autorisé qu'à observer de loin, froidement à distance. La structure de l'été a changé brusquement lorsque ma grand-mère a dû partir pour un séjour imprévu d'1 mois dans une clinique spécialisée pour ses poumons. Ses dernières instructions inquiètes, prononcées avec un soupir, étaient simples. Lucie vient séjourner. Matteo, elle s'occupe de la maison, range la bibliothèque et veille à ce que tu ne mettes pas le feu à la maison. Sois serviable. Elle est très stressée ces derniers temps, mon chéri. Lucie est arrivée le soir même, apportant avec elle non pas le chaos, mais un nouvel ordre étouffant et dense. Un régime froid d'une politesse impeccable et d'attente silencieuse et exigeante. Mais autre chose est arrivée avec elle, une profonde et lourde tristesse et le parfum subtil et omniprésent d'alcool fort et coûteux. Lucie buvait non pas violemment ni agressivement, mais régulièrement, méticuleusement, utilisant l'alcool comme un outil architectural délibéré pour démanteler les murs de son contrôle légendaire. Au moment où le taxi de ma grand-mère quitta l'allée de gravier, la maison sombra dans un silence nouveau et pesant, bien plus profond et dérangeant que l'ancien. Ce silence était ponctué par le doux clic rythmé des glaçons dans un lourd verre en cristal. C'était le 5e soir de cette nouvelle cohabitation explosive. Je lisais dans le bureau en bas, essayant désespérément d'ignorer le bruit de son lourd verre en cristal qui migrait du salon vers le couloir. Il était tard, bien après minuit. Puis Lucie apparut sur le seuil du bureau. Elle portait une nuisette en soie vert émeraude profond, non pas dévoilante, mais qui faisait ressortir encore davantage sa peau pâle et ses cheveux argentés, les rendant éthérés dans la pénombre. Son sévère assurance habituelle était adoucie, brouillée par l'alcool, ses yeux sombres scintillant d'un mélange d'une intense concentration prête à résoudre un problème et d'une dangereuse désinhibition. Le parfum de soie et de bourbon corsé l'enveloppa immédiatement de force. « Matteo » dit-elle d'une voix basse, posée et dangereusement formelle malgré son élocution pâteuse. Elle s'appuya lourdement contre le chambranle en acajou de la porte comme un appui absolu. « J'ai un problème structurel vraiment grave et j'ai besoin de ta force brute, physique et lucide. » Je me levai aussitôt, sentant l'urgence sous sa lenteur de l'alcool. « Qu'y a-t-il, Lucie ? La plomberie est en bon état. Le portail du jardin est-il de nouveau cassé ? Pire encore, la bibliothèque. » La bibliothèque était une immense pièce sur 2 étages remplie de la collection de mon grand-père, lourde et irremplaçable, de cartes anciennes et de livres fragiles, rarement utilisés par qui que ce soit d'autre que Lucie et ma grand-mère. La rambarde du balcon du 3e étage qui surplombe la pièce principale, le fer forgé, est déformée. Elle est dangereusement instable. Il faut la consolider immédiatement avant le lever du soleil. Si elle cède, toute la rangée supérieure d'étagères pourrait s'effondrer sur les précieux textes en dessous. Je ne peux pas laisser faire ça. Grand-mère a constaté cet échec. Elle ne m'a pas demandé d'appeler un professionnel. Elle m'a demandé d'agir.
Je me soumis à son ordre nocturne compromis. C'est un espace exigu, difficile, Mathéo, et j'ai besoin de quelqu'un de jeune et fort pour consolider le support pendant que moi, Lucie, j'évalue les dégâts et pose les serrures structurelles. C'est un travail à deux qui exige un silence absolu, une force concentrée et une coopération totale et sans intermédiaire. La violation nécessaire était immédiate et totale. Je devais pénétrer dans un espace interdit et à haut risque avec ma tutrice de 52 ans, belle et profondément ivre, engagée dans une coopération intense, tièrement seule et en pleine nuit. L'air là-haut est suffocant et le moindre frottement provoquera une défaillance, m'ordonna-t-elle, les yeux fixés intensément sur ma chemise boutonnée. Je ne peux pas te laisser transpirer à grosses gouttes sur cette reliure précieuse. Déshabille-toi jusqu'à la taille, Mathéo. Élimine la chaleur excessive et apporte la lampe industrielle et les serre-joints. Nous avons du travail à faire maintenant avant que je ne perde complètement mon sang-froid. L'atmosphère du bureau de la bibliothèque en contrebas disparut rapidement à mesure que nous montions. L'air dans l'étroit escalier en colimaçon du balcon en hauteur devint immédiatement épais, dense et dangereusement pressurisé, lourd non seulement avec l'odeur de vieux papier fragile et le riche bourbon qui imprégnait Lucie, mais avec la tension immédiate, écrasante et explosive de l'interdite directive. Déshabille-toi jusqu'à la taille, emporte la lampe, suis-moi, approche-toi. L'ordre de Lucie était donné avec l'autorité pâteuse, mais indéniable d'un professeur d'histoire à la retraite habitué à une obéissance intellectuelle absolue. Mais ce soir, cette autorité inflexible était contrebalancée par un besoin physique visible et paralysant. Son contrôle était compromis. L'œuvre de sa vie, l'inestimable bibliothèque, était menacée et j'étais la seule solution nécessaire. Je déboutonnai lentement ma chemise, le bruit des boutons résonnant dans le silence assourdissant et intrusif dans la maison silencieuse. Je laissai tomber la chemise de coton sur un fauteuil de velours. Une dernière petite barrière insuffisante, levée. L'air relativement frais de la nuit du bureau frappa instantanément ma peau nue. Un contraste saisissant avec la chaleur humide, étouffante et stagnante de la vieille maison victorienne qui nous attendait à l'étage. Toute mon attention était concentrée sur la tâche, consolider un élément architectural structurel dangereusement instable et essentiel à la structure. Ma formation, non pas médicale, mais des années de travaux pénibles, de labeur physique et de gestion de chantier pendant mes pauses exigeait une efficacité immédiate, froide et implacable. Lucie observait cette procédure d'un regard analytique et fixe qui perçait l'épaisse brume d'alcool. Ce n'était ni prédateur ni admiratif, mais une profonde évaluation du regard d'une historienne chevronnée évaluant une force physique puissante, inconnue, potentiellement explosive qu'elle devait absolument maîtriser. Les marches sont raides, inégales et terriblement instables, Mathéo, avertit-elle en désignant l'escalier en bois étroit et dissimulé qui s'enroule en spirale le long du pilier central de la bibliothèque jusqu'au balcon en fer forgé et précaire. Elles sont poussiéreuses, inégales et grincent facilement. Fais attention où tu mets les pieds. J'ouvrirai la marche car je suis la seule à connaître les points de pression précis de cette vieille rampe. Suis-moi. Approche tout près. Elle se retourna et commença l'ascension. Sa robe de nuit en soie vert émeraude, conçue pour un repos élégant et un confort absolu, flottait dangereusement autour d'elle. Le tissu long et volumineux étant adapté aux marches raides et irrégulières. Ses mouvements étaient d'une grâce troublante, un écho de sa sérénité passée mais subtilement instable. Le Bourbon agissait manifestement sous son emprise insidieuse, brouillant son équilibre physique exquis. Elle vacilla presque imperceptiblement en atteignant le premier virage difficile, le mouvement frôlant la chute. Lucie, peut-être devrais-je monter le premier, suggérai-je d'une voix basse, ferme et immédiatement inquiète. Mon inquiétude s'était instantanément déplacée de la sécurité de la garde-corps à sa sécurité physique immédiate. J'ai la lourde lampe et les serre-joints et je dois être juste derrière toi au cas où tu... Non, coupa-t-elle net d'un ton cassant, absolu et autoritaire sans se retourner. J'ai besoin de toi là où je peux t'entendre, Mathéo, là où je peux sentir ta présence. Là où je sais que tu soutiens activement la structure derrière moi. C'est ma bibliothèque, Mathéo. Je mène la danse vers l'échec. Tu ne fais que fournir le soutien essentiel. Je n'avais d'autre choix qu'une obéissance immédiate et absolue. Elle était la maîtresse de maison temporaire et l'autorité compromise dans cette mission désespérée. Je la suivais,
portant la lourde lampe et les serre-joints. L'ascension était une chorégraphie de proximité forcée absolue et de danger immédiat concentré. L'escalier était si étroit, si étroitement en colimaçon que ma peau n'y frôlait à peine la riche soie glissant sur son dos. À chaque marche inégale et grinçante, Lucie, dont l'équilibre était déjà fragilisé, basculait violemment. Elle tendit la main à l'aveuglette, manquant complètement la rambarde de fer forgé et posant à la place sa main élégante et lourde contre le muscle dur de mon épaule nue pendant une brève et terrifiante seconde de stabilisation cruciale. Le contact électrique d'une nécessité inattendue fut immédiatement absorbé par mon besoin impérieux de rester absolument stable et de la soutenir dans son ascension. Le silence n'était ponctué que par sa respiration courte et saccadée. Nous atteignîmes enfin le balcon, un espace à peine assez grand pour tenir debout en toute sécurité. L'odeur de vieille poussière, de chaleur sèche et de papier en décomposition s'intensifia, se mêlant violemment au musc profond, enivrant et alcoolisé de son parfum coûteux et à la forte saveur sucrée du bourbon. Le problème structurel immédiat était évident. Une section de la balustrade en fer forgé ornée à l'endroit où elle rejoignait la maçonnerie séculaire était en effet fortement déformée et se détachait, menaçant la stabilité de toute la rangée d'étagères supérieures. Là, Lucie halta, pointant du doigt un long doigt fin, son corps tout entier oscillant légèrement alors qu'elle se penchait dangereusement au-dessus de l'abîme de la salle principale de la bibliothèque. Le point de rupture principal. J'ai besoin que tu soutiennes toute cette section avec ton corps. Matteo, appuie-toi dessus. Pose ton épaule nue contre le pilier central. Supporte toute la charge. Ne la laisse pas bouger. Les pinces sont inutiles sans une contre-pression initiale d'un ancrage solide. L'exigence était absolue, totale et l'acte requis consistait à presser mon torse nu de 20 ans directement contre la structure ancienne poussiéreuse et instable qui soutenait la partie la plus précieuse de la maison. Pendant ce temps, Lucie, étourdie et affaiblie, travaillerait centimètre par centimètre de distance. Je posai la lampe par terre. Je me positionnai exactement comme elle l'avait ordonné, l'épaule droite contre le bois froid et inflexible du pilier de soutien, le dos nu contre le vide immense du rez-de-chaussée de la bibliothèque à 2 étages en contrebas. Je me crispai. Tiens bon, chuchota-t-elle, la voix tendue, le visage à cause du travail, son souffle imprégné de bourbon et lourd contre ma joue alors qu'elle se penchait, analysant le métal déformé. Maintenant, c'est là que ça devient vraiment difficile. Matteo, je dois appliquer une pression ici, mais mon équilibre est profondément compromis. J'ai besoin que tu te rapproches assez près pour que je puisse me stabiliser directement contre ton dos pendant que je travaille. Ne t'inquiète pas pour la poussière ni la sueur, chérie. Préoccupe-toi plutôt de l'intégrité structurelle. J'ai besoin de ta stabilité. La seconde violation profonde irréversible de la nuit était arrivée. Il me fallait utiliser mon corps, ma jeunesse, ma force, mon dos nu comme la structure vivante, respirante et stabilisatrice pour la meilleure amie ivre, élégante et désespérée de ma grand-mère. L'étroit, suffocant, intensément au balcon de la bibliothèque était devenu un point névralgique unique en altitude de danger immédiat et profond. J'étais pressé rigidement contre le pilier de bois froid et poussiéreux et mon épaule absorbait toute la charge structurelle de la rambarde en fer pourri et déformé. Derrière moi, Lucie, 52 ans, utilisait mon corps, ma force brute et jeune comme son encre absolue vivante et indispensable. Sa demande de se tenir suffisamment près pour se stabiliser contre mon dos avait été instantanément satisfaite, créant un lien physique plus intense et électrisant que n'importe quelle étreinte délibérée. Elle s'appuya lourdement contre mon dos. La fine et fraîche soie de sa nuisette contre la chaleur de ma peau. Le contact était continu, essentiel à sa sécurité et totalement extrêmement distrayant pour moi. Sa respiration était irrégulière, saccadée, concentrée à mesure qu'elle déployait son effort, immédiatement suivie de respirations superficielles, des inspirations parfumées au bourbon, lorsqu'elle appuya un instant son front contre la courbe de mon épaule humide de sueur. Reste parfaitement immobile, Matteo, ordonna-t-elle. Sa voix basse, concentrée et urgente murmurait tout près de mon oreille. La distance rigide et formelle du professeur avait complètement disparu, remplacée par le ton exigeant et direct d'une partenaire guidant une tâche partagée cruciale. Je fixe la première pince, le moindre mouvement dont on maintient, la moindre hésitation et cette rambarde se détache, entraînant toute l'étagère sur nous.
Ses mains travaillaient juste devant mon visage, méticuleuses et fermes malgré l'alcool, ajustant la lourde et froide pince industrielle sur le fer déformé. Je percevais le subtil et profond changement de son poids alors qu'elle se penchait davantage en avant, son corps faisant entièrement et inconditionnellement confiance au mien. Elle posa alors une longue main fraîche et élégante fermement sur le bas de mon dos nu. Non pas simplement pour me guider, mais purement et absolument pour me stabiliser, me transférant une importante partie de son poids corporel. Le choc de son toucher soutenu et possessif me traversa instantanément, me coupant le souffle. C'était une nécessité purement fonctionnelle, la main du maître ingénieur sur la machine nécessaire. Pourtant, c'était le contact le plus prolongé, le plus intrusif et le plus intense qu'elle ait jamais initié. La fraîcheur de la soie, le parfum du bourbon et le poids lourd de l'étagère qui s'effondrait se fondirent en une expérience sensorielle écrasante, suffocante qui redéfinit notre relation en l'espace d'une minute. Le métal est brûlant, observa-t-elle doucement, sa voix plus proche, toujours, remarquant la chaleur qui irradiait de ma peau contre sa soie. Toi aussi, chérie, dangereusement, mais cette force, j'en ai besoin de cette force immense maintenant, chérie. Les mots lui échappèrent involontairement et un seul de ses contrôles émotionnels fut instantanément anéanti par son ordre froid et fonctionnel suivant. Maintenant, la clé, ordonna-t-elle, sa voix retrouvant un peu de sa vigueur d'antan. Je dois tourner ce gros boulon. Je n'arrive pas à avoir assez de force en restant droite. Je dois m'appuyer complètement sur toi, mon pote. Accroche-toi. Je vais mettre tout mon poids, toute mon attention sur ton dos pour une force maximale. Ne bouge pas. Ne respire même pas avant que je te le dise. C'était le point culminant du transfert physique et l'abandon ultime de son indépendance. Je serrai les dents, enfonçant fermement mon corps sur le sol en bois poussiéreux et instable. Mon corps se déplaça complètement. Elle appuya tout son torse contre mon dos. Le poids doux et inattendu de sa poitrine, la pression ferme de son corps, la longueur fraîche de son équilibre et de son ancrage. Mon corps devint son point d'appui, son architecture vitale, son système de soutien total et non négociable. Elle grogna doucement, un gémissement bas et concentré, d'efforts intenses et peut-être de la honte alors qu'elle tournait le boulon à deux mains, utilisant mon corps comme levier. Le son fut immédiatement absorbé et étouffé par la pression de son corps contre le mien. Chaque fibre musculaire de mon dos nu hurlait sous la charge soudaine et écrasante, mais je restais absolument immobile, ma concentration maximale. Le silence dans la maison en contrebas soulignait l'intensité de la lutte physique qui se déroulait sur le haut balcon. Avec un dernier clic sec et définitif qui résonna dans le petit espace, la pince fut complètement serrée, verrouillant la rampe déformée au support. La crise structurelle était évitée. Lucie resta pressée contre moi pendant un long moment intense et silencieux, respirant lourdement, cédant finalement à un épuisement profond et aux effets systémiques persistants de l'alcool. Elle ne se reposait pas seulement, elle laissait le tout se faire. Le lien physique persistait bien au-delà de toute fonction nécessaire. En quête de réconfort ou peut-être reconnaissant la rupture irréversible de la frontière, elle se recula lentement, la soie fraîche glissant doucement sur ma sueur. La perte soudaine et profonde de contact fut d'une douleur saisissante et immédiate. Elle trébucha légèrement, se rattrapant à la rambarde nouvellement réparée, désormais solide et inflexible. Elle se tourna lentement vers moi, les yeux voilés, épuisé et profondément honteux de cette soumission totale. Son corps venait d'être contraint de se battre. Elle était belle, profondément brisée et terriblement dépendante. Ça tiendra le coup, annonça-t-elle d'une voix tremblante mais ferme, imposant la conclusion clinique. Elle me dévisagea de haut en bas, ma sueur nue luisante, les muscles puissants qui venaient de la soutenir et de sauver la compétence. Tu maintiens la structure quand tous les autres, quand j'ai échoué. Maintenant, tu dois cacher l'épreuve et tu dois oublier cette dépendance nécessaire humiliante. L'atmosphère sur le balcon de la bibliothèque, quelques instants après le cliquetis décisif de la pince qui fixait la rambarde, était saturée de l'odeur chimique pesante, d'un intense travail physique interdit et d'une profonde capitulation émotionnelle. Lucie, 52 ans, avait repoussé physiquement la fraîcheur soudaine de sa nuisette en soie, s'éloignant de mon dos trempé de sueur. La finalité de son ordre, tu dois oublier cette dépendance nécessaire et humiliante. L'astérisque planait, lourd et oppressant dans l'air stagnant et poussiéreux, une directive impossible, purement défensive.
Je restais là haletant sous le poids structurel de l'édifice qui s'effondrait, immédiatement remplacé par le poids écrasant de son secret. Le rapport de force avait fondamentalement et irrévocablement basculé. J'étais le destinataire de son abandon physique et émotionnel désespéré. Elle était la figure exigeante, tentant désespérément de retrouver sa distance infranchissable d'antan. Oublier n'est pas une option viable lorsque la structure repose sur la vérité absolue, répliquai-je d'une voix basse, ferme et d'une constance absolue, refusant d'être détourné par sa tentative de rétablir les anciennes limites. J'utilisais délibérément la même métaphore structurelle qu'elle avait employée tout au long de la crise. La profonde faiblesse n'est désormais connue que de nous. Cette connaissance est le nouveau soutien de cette maison. Ses yeux, encore légèrement voilés et ombragés par le Bourbon, mais intensément concentrés et analytiques, se plissèrent nettement. Elle comprit instantanément la menace implicite, l'intégrité structurelle de sa réputation méticuleuse et son contrôle sur la maisonnée dépendaient désormais entièrement et absolument de mon silence et de ma coopération discrète continuelle. Alors, le camouflage doit être impeccable, Matteo, murmura-t-elle, sa voix retrouvant sa force fragile, professionnelle, bien qu'indéniablement teintée de désespoir et de peur d'être démasquée. Pas la moindre trace de ceci. Cet entretien nécessaire ne doit rester visible. Prends, je prendrai la lanterne et tu ne me regarderas plus. Tu ne soutiendras pas mon regard tant que nous ne serons pas tous les deux en sécurité dans nos appartements respectifs. Elle tentait de rétablir immédiatement et violemment les limites infranchissables que sa rambarde brisée et sa propre instabilité avaient fait voler en éclats. J'ai obtempéré en apparence, ramassant les lourdes pinces et la lampe industrielle, preuve matérielle de notre transgression nocturne. La descente fut le miroir de la montée, silencieuse, rapide et marquée par un évitement glacial, délibéré, douloureux. Je lui ai laissé un large espace sur les marches étroites, très tressées et en spirale. Elle avançait avec une lenteur calculée, presque douloureuse, s'accrochant fermement à la rambarde en fer forgé récemment réparée pour se soutenir, refusant de poser ne serait-ce qu'un seul doigt sur moi. L'effort visible de son autonomie était une performance poignante et désespérée. Une tentative d'effacer le souvenir de sa dépendance sensuelle totale à mon corps nu. Quelques instants auparavant, nous atteignîmes le rez-de-chaussée de la bibliothèque. La vaste salle était emplie des ombres imposantes de textes anciens et silencieux, soudain immenses et vides après la chaleur suffocante du balcon. L'odeur de Bourbon était encore présente, lourde dans l'air, mais maintenant elle se dirigeait résolument vers l'interrupteur, se préparant à rétablir la dernière illusion, la plus cruciale, l'illusion d'un ordre civilisé et fonctionnel. Le travail est terminé, Matteo, annonça-t-elle. Sa voix monta d'un ton artificiellement plus aigu, retrouvant le ton formel et dédaigneux qu'elle employait lorsqu'elle s'adressait à ses subordonnés ou à des étudiants éloignés. Elle était déjà en train de lisser méticuleusement la soie de sa robe de nuit, tentant d'atténuer les plis causés. Merci pour votre aide opportune et indispensable. Elle était nécessaire. Mais le silence qui suivit n'était plus le même. Il était chargé, vibrant d'un courant souterrain que ni elle ni moi ne pouvions plus ignorer. Elle se tourna vers la porte, mais ses pas étaient plus lents, plus hésitants. Comme si une partie d'elle refusait de quitter complètement cet espace où, pour la première fois, elle avait été vue non pas comme la professeure intouchable, la conservatrice impitoyable, mais comme une femme fragile, dépendante, humaine. Je restai là, torse nu, la lampe à la main, la sueur séchant sur ma peau, sentant encore le fantôme de son poids contre mon dos. Lucie, dis-je doucement, brisant le protocole qu'elle venait d'imposer. Elle s'arrêta net, dos à moi, la main sur la poignée de la porte. Et tu n'as pas à avoir honte. Un silence. Puis, sans se retourner, tu ne comprends pas, Matteo. Ce n'est pas de la honte. C'est de la peur. Sa voix était basse, presque un murmure. Peur de ce que cela signifie. Peur de ce que je pourrais vouloir, si je me permets de me souvenir. Elle ouvrit la porte, laissant entrer un filet de lumière froide du couloir. Bonne nuit, dit-elle, formelle, distante. Mais cette fois, le mot sonnait faux. Comme un rideau tiré trop vite sur une scène encore en feu. Je restai dans la bibliothèque longtemps après son départ. Le bourdonnement des vieux livres, le craquement discret du bois, le parfum persistant de Bourbon et de soie. Tout semblait différent.
La maison n'était plus seulement un refuge d'été. Elle était devenue un lieu de vérité nue, de dépendance révélée, de pouvoir inversé. Et moi, Matteo, 20 ans, gardien temporaire d'une vieille demeure, je venais de devenir le dépositaire d'un secret bien plus lourd que n'importe quelle étagère de livres anciens. Le lendemain matin, Lucie descendit à 7h30 précise, vêtue d'un tailleur pantalon anthracite impeccable, les cheveux tirés en un chignon sévère, un café noir à la main. Aucune trace de la nuit. Aucune rougeur, aucun regard fuyant. Elle me salua d'un « Bonjour, Matteo », poli, presque clinique, comme si nous n'avions jamais partagé autre chose que des politesses de surface. Mais quand elle passa près de moi pour prendre le journal, ses doigts effleurèrent à peine le dos de ma main. Un contact d'une fraction de seconde. Pas une caresse. Pas une promesse. Juste un rappel. Je me souviens. Et dans ce contact fugace, dans ce silence retrouvé mais désormais chargé, je compris que la structure de cette maison et de nous venait de changer pour toujours. La rambarde tenait. Mais les murs, eux, commençaient à trembler.